Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'incroyable histoire de Jack Ma, le businessman. L'histoire de ce businessman chinois est vraiment atypique, car Jack, de son vrai prénom Yoon, avait plus d'un millier de raisons de rester anonyme et de vivre dans la précarité jusqu'à la fin de sa vie. Mais au lieu de cela, il réussit à faire plier son misérable destin par une volonté d'acier et un courage extraordinaire. Il devint l'un des milliardaires les plus riches au monde et l'un des businessmen les plus respectés. Pour commencer, Yoon Ma, dit Jack Ma, est né le 10 septembre 1964 à Hangzhou, en Chine, sans avoir aucune des trois choses nécessaires pour garantir un semblant d'avenir. Des parents riches. Ce n'était pas le cas de Yoon, qui vivait au jour le jour dans une famille très modeste. Connaître les bonnes personnes. Malheureusement pour Yoon, le cercle social de sa famille était extrêmement restreint. Avoir des compétences rares, intellectuelles ou physiques, Yoon n'avait ni l'une ni l'autre. Au niveau physique, il était quelconque, et au niveau intellectuel, il était presque le dernier de sa classe. Yoon avait néanmoins une qualité rare. Il ne désespérait jamais. À l'âge de 14 ans, il voulut apprendre à parler anglais et comme ses parents ne pouvaient pas lui payer des cours, il s'arrangea pour côtoyer les étrangers qui fréquentaient un hôtel au sud de Shanghai dans l'espoir d'apprendre l'anglais en interagissant avec eux. Son niveau d'anglais se perfectionna, puis de fil en aiguille, il fit la connaissance d'une famille australienne, les Morley. La famille resta en contact avec le jeune chinois à tel point qu'une fois de retour en Australie, Ken Morley, le chef de famille, décida de soutenir financièrement Yoon dans sa scolarité, afin de lui permettre de fréquenter une école respectable et d'avoir un avenir plus radieux. Fou de joie, Yoon se donna à fond dans les études et adopta un prénom occidental, Jack. Mais malgré tous ses efforts et toute sa bonne volonté, il rata son bac, ou l'équivalent chinois du bac qui s'appelle le Gaokao. Et ce fut une humiliation pour Jack, vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de sa famille, et surtout vis-à-vis de ses amis australiens qui finançaient généreusement sa scolarité. Ceci dit, il assuma courageusement son échec. Il redoubla son année en s'impliquant davantage, tout en enchaînant les petits boulots pour ne plus solliciter sa famille adoptive. Il passa les examens de fin d'année, mais hélas, il échoua une seconde fois. Déterminé, il retenta le coup une troisième fois, et cette fois-ci, il y réussit de justesse, mais il y réussit quand même. La joie de Jack fut de courte durée, car en obtenant un faible score, il fut refusé par toutes les universités prestigieuses de Chine. Et c'est ainsi que ses débuts professionnels furent extrêmement difficiles. À titre d'exemple, il essaya de s'engager dans l'armée, mais il fut refusé à cause de son physique inadéquat. Il déposa son dossier pour devenir policier, mais il rata la plupart des tests. Il postula à KFC avec 24 autres candidats, et sur les 24, il fut le seul à ne pas être retenu. I failed for funny things that I failed a key primary school test for 2 times, and I failed 3 times for the middle schools. You know, for 3 years I tried to fill in the universities. So I applied jobs for 30 times, got rejected. I went for a police, they said, no, you're not good. I went to even the KFC. When KFC came to China, come to my city, 24 people went for the job. 23 people accepted. I was the only one guy. And we went for police. 5 people, 4 of them accepted. I was the only guy that I received it. So to me, being turned down, rejected. Oh, by the way, I told you that I applied for Harvard for 10 times, rejected. I know you'll be rejected. I just want to say that. Yeah, sorry now. Par la suite, il enchaîna les petits boulots fatigants et mal payés et finit par se faire virer de la plupart d'entre eux. Exténué par autant d'échecs et de métiers difficiles, Jack pensa que pour se fatiguer le moins possible, il valait mieux trouver un travail en rapport avec sa passion pour l'anglais. Il chercha inlassablement et réussit miraculeusement à trouver une place en tant que professeur d'anglais dans une école. Puis, poussant la passion jusqu'au bout, il monta courageusement mais péniblement une agence de traduction. Hélas,
le chiffre d'affaires ne fut pas au rendez-vous à cause des demandes rares. À 2 doigts de mettre la clé sous la porte, Jack reçut en 1994 une demande de la part de la municipalité de Tonglu, une ville voisine à la sienne, qui sollicitait ses talents de traducteur pour aller aux États-Unis lui régler un différend qui l'opposait à une entreprise américaine. Jack accepta la mission avec joie, mais c'était sans compter sur sa malchance légendaire, car la mission fut un échec total, et Jack retourna en Chine au bout de quelques semaines de négociations, sans réussir à obtenir l'argent exigé par la municipalité chinoise. Cela dit, ce voyage allait changer sa vie pour toujours. En effet, lors de son séjour aux États-Unis, Jack découvrit joyeusement Internet encore à ses débuts aux États-Unis. Il fut tellement excité qu'il commença à l'air de rien par chercher une bière en ligne. Et en quelques secondes, il y trouva plusieurs bières américaines, quelques bières japonaises et allemandes. Et bizarrement, aucune bière chinoise. À cet instant, Jack avait les yeux qui brillaient. Il venait de mettre la main sur une énorme opportunité commerciale. Une fois de retour en Chine, Jack mit de côté son agence de traduction et tenta d'utiliser la nouvelle technologie pour ouvrir et étendre le commerce chinois au monde extérieur. Il lança ainsi plusieurs projets dans ce sens. Sans réel résultat, car la Chine des années 90 s'intéressait peu au monde du digital. Pourtant, Jack ne lâcha pas l'affaire et 5 années plus tard, en 1999, il réussit à convaincre une douzaine d'amis à fonder un nouveau site de commerce en ligne destiné aux PME exportatrices. Il nomma le site Alibaba en référence au conte arabe des 1001 nuits. Son projet était sur le point de devenir la plus grande et la plus incroyable de toutes les success stories jamais observées en Chine. Face à son travail acharné, à sa volonté d'acier, la malchance de Jack semblait enfin vouloir le quitter. Et Alibaba eut une croissance exponentielle. 9 millions d'utilisateurs la première année, 17 millions la seconde, et 384 millions d'utilisateurs en 2009, soit à peine 10 ans après. Sans parler de plus de 80% du commerce en ligne chinois contrôlé par cette plateforme. Et le succès ne s'arrêta pas là, car une fois entré en bourse en 2014, le site enregistra près de 650 millions d'utilisateurs à travers le monde. Aujourd'hui, Jack, qui semble enfin avoir eu sa revanche sur la vie, possède une fortune personnelle estimée à 48 milliards de dollars, 19e fortune mondiale et 2e fortune chinoise. Il est à la tête d'un empire colossal. Alibaba pèse aujourd'hui plus de 420 milliards de dollars de capitalisation boursière à Wall Street. Jamais en Chine un homme n'a été aussi puissant en dehors du parti du gouvernement. Et pour conclure, Jack, le cancre récidiviste, le collectionneur d'échecs, comme il se dit de lui-même, est devenu une icône incontournable du monde des affaires et l'une des personnes les plus influentes du globe. Point d'analyse. Si je m'habitue à réfléchir comme tout le monde, je finirai par avoir les mêmes résultats que tout le monde. Depuis sa tendre enfance, Jack voulait être comme tout le monde et faire comme tout le monde. Il voulait avoir de bonnes notes à l'école, trouver un bon travail et vivre tranquillement pour le reste de sa vie. Si le destin lui avait permis de faire cela, nous n'aurions jamais entendu parler de lui. Mais comme il a été exclu du système scolaire très jeune, puis professionnel et même social, son cerveau s'adapta, se réveilla et développa une façon unique de réflexion et d'action qui le conduisit en haut de la pyramide. Quand je fais le parallèle entre l'histoire de Jack et la vie des millions, voire des milliards de personnes à travers le monde, je me rends compte de deux choses. Premièrement, la plupart des gens suivent le réflexe de l'effort minimum. Ce réflexe aidait probablement nos ancêtres à économiser leurs forces pour pouvoir affronter tout danger inattendu. À notre époque, ce réflexe pousse la plupart des gens à suivre le mouvement, à copier sur les autres, à ne pas remettre en cause un système déjà établi, que ça soit une méthodologie, une façon de faire, ou même une religion ou une philosophie de vie. Ils n'utilisent pas, sauf cas de force majeure, leur intelligence pour innover, inventer ou révolutionner le monde, mais plutôt pour coller au mieux aux standards déjà établis. Ainsi, ils s'efforcent pour obtenir les meilleures notes à l'école, s'arrangent pour entrer dans les meilleures universités, puis décrochent les meilleurs emplois qui leur garantissent
une meilleure image socio-professionnelle et un meilleur, toujours meilleur, et un meilleur rendement financier. Et ainsi de suite. Deuxièmement, en faisant comme tout le monde, on obtient les mêmes résultats que tout le monde. Je pense que nous avons chacun et chacune à son niveau des facilités et des capacités intellectuelles et physiques, des idées, des envies, des rêves, capables de changer la face du monde. Mais comme la plupart des gens cherchent le chemin de l'effort minimum, ils mettent de côté leurs rêves pour suivre le mouvement général. Ainsi, tout le monde finit par faire comme tout le monde. Et tout le monde finit par vivre une vie qui ressemble à celle de tout le monde. Exception faite de quelques détails folkloriques. Dit autrement, je pense que pour vivre une vie qui soit à la hauteur de mes rêves, il faut que je lutte au maximum contre l'effort ou ce réflexe d'effort minimum. Et pour ce faire, je dois, à mon avis, prendre l'habitude de me mettre un peu en danger. Bien sûr, d'une façon intelligente et calculée, afin d'obliger mon cerveau à se réveiller et sortir son artillerie lourde et innover. Deuxième point d'analyse. À défaut de ne pas pouvoir tout avoir, il ne faut pas tout laisser tomber. Très jeune, Jack avait énormément de difficultés scolaires. Avec un accompagnement adapté et des cours de soutien scolaire, il aurait probablement réussi à les dépasser. Mais la condition financière de ses parents ne le lui permettait malheureusement pas. Sachant cela, au lieu de déclarer forfait, Jack a essayé de s'accrocher à sa matière préférée uniquement, l'anglais. Il a remplacé les cours de soutien scolaire, qu'il ne pouvait pas se payer, par une immersion parmi les touristes. Et il a avancé du mieux qu'il pouvait en contournant la difficulté. Beaucoup de personnes que je connais utilisent, contrairement à Jack, la technique du tout ou rien. Cette technique est certes très utile dans certains cas de figure, par exemple pour se motiver à ne pas lâcher prise, mais ce que je constate, c'est qu'elle est parfois, voire souvent, utilisée de façon non calculée, presque à tort et à travers, provoquant la plupart du temps échec et déception. Certaines personnes, par exemple, n'hésitent pas à refuser une excellente opportunité professionnelle à cause d'un petit frein temporaire, un salaire pas à la hauteur, une région géographique éloignée, etc. D'autres n'hésitent pas à mettre fin à une relation amoureuse pourtant bien portante à cause d'un tic de leur partenaire ou d'une habitude jugée comme peu glamour. Et puis d'autres encore qui s'énervent, piquent des crises de colère et perdent complètement leurs moyens quand ils se rendent compte que le résultat obtenu de quelque chose ne correspond pas exactement au millimètre près à ce qu'ils auraient voulu. Jack, quant à lui, avait compris à l'âge de 13 ans qu'il était beaucoup plus rentable, face à ces obstacles, de ne pas abandonner entièrement l'objectif initial, mais de faire ce qu'il pouvait être fait, de prendre ce qui pouvait être pris, tout en faisant rapidement son deuil sur les choses inaccessibles à son niveau. Troisième point d'analyse, l'échec est une leçon extrêmement nécessaire pour la construction d'une réussite à long terme. Quand j'analyse avec un certain recul l'histoire de Jack, j'ai tendance à croire que bien que son idée de base, à savoir le site Alibaba, était à la portée de tout le monde, sa réussite, quant à elle, aurait été impossible s'il n'avait pas traversé des années de galères, des déceptions et des échecs. En effet, face à un danger ou un défi, le cerveau humain a tendance à demander au cœur un maximum d'oxygène pour lui permettre de se mettre sur le qui-vive. Et si le danger ou le défi se fait suivre par un échec, l'état du cerveau est tel qu'il imprime la leçon au plus profond de lui-même. Avec le temps, ce type de cerveau développe une flexibilité extraordinaire et une haute résistance au stress et à l'inconfort psychologique. En d'autres termes, grâce à la malchance de Jack et à sa collection impressionnante d'échecs, son cerveau s'est transformé au fil des années en une machine redoutable, d'une efficacité extraordinaire face aux problèmes de tout genre. Un cerveau capable de créer un projet, de le faire grandir jusqu'à atteindre une valeur estimée à 420 milliards de dollars par Wall Street. En résumé, je retiens deux choses. D'une part, apprendre à ne pas craindre les échecs et les difficultés. Et d'autre part, donner plus de temps d'écoute aux gens qui racontent humblement leurs échecs de vie qu'à ceux qui cherchent à se mettre en avant en appuyant fièrement la dimension spectaculaire de leur réussite. Voilà, nous arrivons à la fin de cette analyse et je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos retours, vos remarques et pourquoi pas d'autres points d'analyse auxquels j'aurais peut-être pas fait attention.
Si vous avez besoin d'échanger sur un autre sujet ou d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter ou à aller faire un tour sur mon site web. Cela vous permettra d'avoir plus d'informations sur moi et sur ce que je propose comme service. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec une nouvelle histoire.